Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire, ce nouveau rendez-vous, une table ronde digitale qu'on va consacrer dans la série Experts et Territoires. Alors, Experts et Territoires avec le Club Éco de la Dépêche, c'est une série de rendez-vous qui traite des sujets, le nom dit tout ce qu'il veut dire, des sujets qui intéressent nos territoires. Et le territoire aujourd'hui, ça va être celui de Toulouse Métropole, puisqu'on va parler de la zone à faible émission qui va être mise en place dans les prochaines années. On vous expliquera ce dispositif. Qu'est-ce que c'est une ZFE? Une ZFE, ça a été décidé par l'État. 15 métropoles en France sont concernées, dont Toulouse et Montpellier pour la région Occitanie. Et c'est un périmètre au sein duquel la qualité de l'air va être améliorée en régulant, on va dire, l'arrivée, la circulation du trafic routier en fonction des fameuses vignettes critères. Vous l'avez peut-être déjà demandé pour votre entreprise ou pour votre voiture particulière. Alors, on expliquera un petit peu ce dispositif avec nos intervenants. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir François Chollet. Bonjour et bienvenue. Vous êtes vice-président de la métropole en charge notamment de l'écologie, de la transition énergétique. Vous nous expliquerez ce qu'est la ZFE, la zone à faible émission. Je le répète, pour le territoire de Toulouse Métropole, son calendrier, on verra tout ça ensemble. Thierry Grangetas, vous êtes le délégué régional de GRDF. Bonjour et bienvenue. Vous nous expliquerez comment ce service public anime un petit peu le réseau de tous les acteurs de cette transition énergétique qui va s'imposer à tous et à distance, puisque voilà, le Covid nous a permis de tester de manière régulière des intervenants à distance. Nous avons Xavier Bourra, qui est le directeur des affaires publiques de Total France. Il nous expliquera. Bonjour et bienvenue, Monsieur Bourra. Vous nous expliquerez comment vous allez accueillir le gaz naturel pour les véhicules au sein de votre réseau. Et également Raphaël Bonin, qui est directeur commercial de GazUp. Alors GazUp, c'est également un réseau d'avitaillement de stations qui se déploie peu à peu, notamment en Occitanie. Et on va évidemment s'intéresser aux utilisateurs. Hein. Les premiers concernés, ce sont vous verrez d'abord les entreprises. Et c'est François Debertier, qui est le président du cluster du transport routier en Occitanie, Transten, qui nous expliquera comment les entreprises se préparent, comment les entreprises appréhendent cette mise en place de ZFE, que ce soit à Toulouse ou à Montpellier, puisque votre cluster est Occitanie. Voilà, merci à tous de nous avoir rejoints, merci à vous derrière vos écrans d'être parmi nous. Ce cycle de rendez-vous est important parce que le sujet de la zone à faible émission n'est pas un sujet encore trop connu dans les milieux économiques, que ce soit auprès des PME, des artisans. Le transport routier est un peu plus sensibilisé, mais on va voir qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire et c'est ce qu'on va essayer de réaliser ce matin. Alors François Chollet, peut-être on peut revenir sur l'histoire de la ZFE. Les gens peuvent le découvrir à la faveur de cette table ronde digitale. De quoi s'agit-il, une ZFE à Toulouse ? Alors la ZFE, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un périmètre urbain au sein duquel les véhicules les plus polluants ne pourront plus pénétrer. Et si vous voulez, peut-être en introduction aussi, quelques éléments de contexte. Nous sommes dans un contexte national, ça aussi. Vous l'avez dit, c'est pas Toulouse, c'est l'ensemble des métropoles françaises qui sont concernées. Et puis c'est un secteur dans lequel nous sommes en retard. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a 220 ZFE en Europe, déjà, qui existent. Et donc en France, il y en a 3 pour l'instant, et il y en aura 16 dans les mois et les années qui viennent. Donc les 3, on peut les citer, c'est Lyon, Grenoble, Paris. Exactement. Lyon, Grenoble et Paris qui existent. Et puis nous serons opérationnels en septembre avec Strasbourg. Et nous serons les 4e et 5e ZFE. Puis les autres suivront dans les mois et les années qui viennent. Alors peut-être on peut rappeler l'objectif principal, c'est préserver la santé humaine. Hein. On ne fait pas ça pour le plaisir. Non, c'est clair. L'objectif, il est sanitaire. Il est sanitaire, la pollution, en particulier les particules fines, mais aussi ce qu'on appelle les NOx, les oxydes d'azote, sont toxiques. Ils sont toxiques de façon aiguë, mais surtout ils sont toxiques lorsqu'ils sont absorbés, inhalés de façon chronique. Par exemple, sur le périmètre toulousain, il y a 8000 personnes actuellement qui, en permanence,
dépassent les seuils autorisés et qui sont donc menacés de maladies chroniques. Et donc l'objectif, il est clairement sanitaire. Améliorer la qualité de l'air, ça diminue la morbidité, ça diminue le nombre de maladies chroniques respiratoires. Alors concrètement, vous disiez ça va rentrer en application à partir du mois de septembre 2021, donc on est dans quelques mois, hein, c'est à portée de main. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe en septembre 2021 pour les Toulousains? Alors si on déroule le calendrier, nous sommes dans une phase où une concertation, qui sera la deuxième concertation, va débuter, ce sera au mois de juin. Le projet d'arrêté sera publié, puisque c'est un arrêté municipal, ce sont les maires qui signent ces arrêtés, les maires des 3 communes qui sont concernées, qui sont Toulouse, qui sont Tournefeuille, qui sont Colomiers, et une phase de concertation durera 2 mois, à la fois le public et les particuliers, et la signature se fera au mois de septembre, et c'est en septembre que les choses commenceront réellement. Donc le périmètre, c'est en gros la rocade à l'est, et puis c'est le fil d'Ariane et la rocade ouest à l'ouest. Donc ça veut dire concrètement, quand je viens de l'est, dès que je franchis le périphérique et que je veux pénétrer dans la ville, il faut que j'ai un véhicule qui corresponde aux critères qui sont imposés. Absolument, c'est valable. Je souligne le fait qu'une partie de la rocade fait partie de la ZFE. C'est la partie qui se situe en gros entre les ponts jumeaux et puis le début de l'autoroute des Pyrénées. Cette partie-là fait partie de la ZFE. En revanche, et c'est important de le dire, toute la rocade Est et le fil d'Ariane, c'est la ligne de touche, ça ne fait pas partie du terrain. Ça n'est pas dans la. Donc ça veut dire que concrètement, dans la rocade, on va dire intérieure, il n'y aura plus de véhicules à partir de septembre qui sont trop polluants. À l'intérieur de la rocade intérieure, il n'y aura certains véhicules ne pourront plus pénétrer. Donc ça se fera très progressivement, ça se fait sur 4 ans, entre 2021 cette année et 2024, en commençant par les véhicules lourds, par les poids lourds, et puis ce qu'on appelle les véhicules utilitaires légers, les VUL, les fourgonnettes, en 2021-2022, puis les véhicules particuliers, les véhicules légers, les particuliers seront concernés à partir de 2023 et 2024 et en suivant. Donc, est-ce que vous êtes conscient, vous élus, que ça va être un changement très important? Alors d'abord pour les entreprises qui nous écoutent, puisqu'on est au Club Éco de la Dépêche, donc il y a beaucoup d'entreprises, mais aussi de collectivités qui utilisent des véhicules utilitaires. Est-ce que vous êtes conscient que ça risque de bousculer les habitudes? C'est un changement qui est très important, et c'est un changement qui nécessite un accompagnement. Nous avons réalisé au cours de l'année précédente, de l'année 2019, en fait, une concertation sur 6 mois qui nous a permis de recueillir une certaine adhésion au contexte sanitaire et aux objectifs sanitaires, mais aussi des craintes de la part à la fois des particuliers et aussi des entrepreneurs. Et il faut l'entendre, il faut le comprendre. Et c'est la raison pour laquelle ça nous paraît important de pouvoir accompagner au mieux ce changement. Il ne s'agit pas de revenir sur le changement, mais il s'agit d'accompagner au mieux. C'est clair que ça implique certaines contraintes. C'est la raison pour laquelle il y a 2 systèmes qui nous permettent d'être présents. Il y a un système d'aide au changement de véhicule et au report modal. Oui. Ça fait partie des aides. Et puis il y a aussi un système qui est un système de dérogation qui est temporaire, mais qui peut permettre aussi d'avoir une certaine souplesse au moins au début. Au moins au début, le temps peut-être de faire muter son véhicule ou sa flotte de véhicules. Exactement. Alors concrètement, c'est les vignettes critères qui vont être regardées à partir du mois de septembre. Alors oui. Lesquels auront le droit de circuler et lesquels seront prohibés, on va dire, sur le... Alors ce sont les vignettes critères 5 qui seront... les non classés, c'est-à-dire les véhicules les plus anciens, et les vignettes critères 5 qui seront, à partir du mois de septembre, interdites de circulation. Puis l'année prochaine, ce sera les vignettes 5 et 4. 5 et 4. Voilà. Puis l'année 2023, ce sera les vignettes 5 et 4, mais en incluant les véhicules légers.
Et 2024, ce sera les vignettes 5, 4 et 3. Très Donc, bien. ne pourront circuler à ce moment-là que les vignettes de 0 à 2. De 0 à 2. Alors concrètement, est-ce qu'il y a un régime de sanctions? Parce que quand il y a une règle, s'il n'y a pas de sanction, elle est rarement suivie. Donc comment ça se passe? Comment vous allez contrôler tout ça? Alors, dans le contrat entre l'État et les différentes métropoles, ce sujet est abordé. Et effectivement, le contrôle se fera de façon automatisée par une lecture des plaques d'immatriculation qui permettent de remonter aux caractéristiques du véhicule et donc à la qualification critère. Donc ça sera une verbalisation, si verbalisation doit y avoir, automatique. Voilà, à terme, elle sera automatique. Il n'est pas exclu que dans un premier temps, ce soit à travers les contrôles des polices municipales que les choses interviennent d'abord. Très bien. Est-ce que, alors vous dites que vous avez mené une vaste concertation. Est-ce que vous savez, dans cette première phase qui démarre en septembre, combien de véhicules sont concernés à peu près sur le périmètre de Toulouse Métropole? Parce qu'il y a les véhicules qui, on va dire, stationnent, circulent naturellement sur le territoire, mais il y a aussi ceux en transit. Bien sûr. Bien sûr. Alors d'abord, le transit n'est pas perturbé. C'est-à-dire que si vous allez de Montpellier à Bordeaux, la rocade Est permet le transit. Donc il faut rassurer les gens sur cette question du transit de ville à ville qui ne sera pas perturbé. Ensuite, en termes quantitatifs, les mesures sont progressives. La première année, c'est 0,48% du parc roulant qui sera concerné. Donc c'est un nombre de véhicules qui correspond à 2000 véhicules à peu près. Ça c'est réduit. Qui est relativement réduit. L'année d'après, c'est 1,5, il y aura 4000, un peu plus de 4000 véhicules, et ainsi de suite, donc il y a une progressivité dans la mise en place des choses. Pour laisser le temps aussi aux gens de s'approprier le sujet, aux entreprises de Voilà. passer les bonnes commandes des bons véhicules. Voilà, exactement. D'accord. Alors, Thierry Grangetas, vous êtes représentant de GRDF. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, François Chollet a parlé de mesures d'accompagnement, parce qu'il va bien falloir que les entreprises, les artisans, les PME se mettent en mouvement pour coller à la nouvelle réglementation. Vous, en tant qu'animateur, on va dire, de service public, de la filière gaz, est-ce que le gaz, pour vous, une solution, j'imagine, la plus adaptée et la plus immédiate pour pouvoir être compliant avec la ZFE, on va dire? Oui, enfin, très clairement, oui, c'est l'analyse que nous avons fait. Alors, GRDF, c'est un service public, c'est avant tout une entreprise de territoire et qui exploite et développe un réseau qui transporte finalement une énergie pour répondre aux besoins d'une collectivité ou d'un ensemble de collectivités. Et quand on a eu cette réflexion qui est lieu de l'arrivée en particulier de ces zones à faible émission, ou d'une manière plus large, d'une meilleure utilisation de l'énergie et d'un verdissement de l'énergie, nous avons bien entendu regarder finalement qu'est-ce que nous pouvons offrir aux collectivités. Alors, les offres que nous faisons, elles sont, j'allais dire, elles vont de deux côtés. D'abord, la qualité de l'énergie elle-même, donc tout le travail de verdissement que nous souhaitons monter sur le gaz avec une ambition de transformer l'ensemble de notre gaz en gaz vert d'ici 2050, et aussi de travailler bien entendu les usages, parce que je crois que lorsqu'on est une entreprise comme le nôtre, finalement, dans notre mix énergétique tel qu'on l'entend, ce qui compte, c'est que l'usager ait le choix. Et un choix. Et on a regardé à ce moment-là, et là je répondrai plus directement à votre question, sur cette problématique en particulier du transport, où nous avons constaté qu'il y a peu d'offres, il faut être honnête, sur le marché qui a en capacité de répondre à ce transport-là, si ce n'est une offre qui fonctionne au gaz, et en particulier une offre qui peut potentiellement fonctionner au gaz vert. Pour imaginer ce que je veux dire, si je prends le cas de Toulouse Métropole, une des premières conventions que j'ai eu l'occasion de signer avec le président Moudinque, c'était la mise en place de Ginestou, donc d'une utilisation des bouts de steppe pour faire du gaz vert. Donc Ginestou, c'est l'usine de traitement des eaux. L'usine de traitement des eaux de Toulouse. Et finalement, d'orienter ce gaz vers la flotte de bus de DCO pour pouvoir tout à fait avoir cette démarche, j'allais dire, vertueuse et de territoire. Et en continuant, en réfléchissant un peu plus, on a bien vu que pour les transporteurs,
actuellement, l'énergie qui permet de fournir un critère 1, en tout cas dans ces types de transport, eh ben, c'est une énergie qui va tourner vers le gaz. Parce qu'il faut dire clairement les choses. Là, François Chollet, vous l'avez évoqué, c'est d'abord les transports, on va dire, lourds, les poids lourds, les utilitaires qui sont concernés. Et aujourd'hui, Thierry Grangetas, l'électrique ou l'hybride correspond mal à ce mode de transport parce que l'autonomie, la puissance que réclame le véhicule n'est pas au rendez-vous avec l'électrique. En tout cas, pour l'instant, il n'y a peut-être pas une offre qui correspond aux besoins de l'ensemble des transporteurs. Encore une fois, il n'y a pas d'hégémonie à avoir. Hein. Donc, à un moment donné, je pense que chacun va travailler pour produire des produits les plus adaptés possibles. Là, nous avons clairement le GNV. On voit aussi l'hydrogène qui arrive, qui, à mon sens, sera certainement un relais, mais qui sera un relais dans quelques années. Hein. Donc, en attendant, c'est vrai que quand on regarde dans les transports, certainement le moyen le plus simple, le moins onéreux et j'allais dire le plus performant environnementalement, ça a l'air d'être les situations de véhicules au gaz. Donc le véhicule au gaz, on va le rappeler pour que ce soit bien clair pour tout le monde, permet d'obtenir une vignette critère 1. Donc François Chollet, si je roule au gaz, j'ai le droit de pénétrer en ZFE. Je confirme ce que disait M. Grangetas pour les gros véhicules. En tout cas, c'est l'analyse que nous avons fait, nous, à la métropole, et puis que Tisséo fait aussi. Hein. C'est vers le gaz que le GNV qu'on se tourne pour verdir la flotte des gros véhicules. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chez Tisséo, les bus roulent au gaz en majorité ou à terme la conversion est bien avancée. Je pense que dans quelques années, je suis même sûr que dans quelques années, l'ensemble des bus je crois que c'est en 2026 que l'ensemble de la flotte de Tisséo sera convertie. Très bien. Alors Thierry Grangetas, vous proposez le gaz. Apparemment, c'est une solution qui est immédiatement disponible, donc elle a toutes ses vertus. Est-ce qu'aujourd'hui, les constructeurs sont prêts? Est-ce qu'ils proposent des véhicules? Moi, je suis artisan, ou je suis un patron de PME, j'ai 3 utilitaires. Est-ce que mon concessionnaire peut me proposer du GNV sur ces véhicules? Oui, en tout cas, il y a un certain nombre de fabricants de véhicules ont une gamme qui s'étend en termes de gaz vert, de fonctionnement à gaz. On a vu là très récemment des annonces assez fortes de Renault en particulier, hein, qui veut augmenter, qui a annoncé que quasiment toute sa gamme aurait une possibilité de fonctionner au gaz. Ça doit encore continuer à se développer, mais ça se développera au fur et à mesure de la demande qu'il y a. On a des acteurs quand même qui sont phares, qui accompagnent. Mais là, je pense que les transporteurs pourront mieux parler que moi encore de la qualité des produits qui leur sont offerts. En tout cas, ce sont des produits qui, économiquement, permettent de répondre aux besoins des transporteurs qui ont besoin de changer leur flotte. Alors, on parle de santé humaine, hein, puisque l'idée, c'est mieux respirer dans les grandes métropoles françaises et pas uniquement à Toulouse. Quelles sont les vertus du gaz naturel? Est-ce qu'il est moins polluant que le diesel qui est majoritairement utilisé par les transports lourds? Alors, en tout cas, par rapport à ce qui existe actuellement, si on parle de bio-GNV, oui, on est à des taux de particules fines qui sont moindres de 60 à 95% selon la particule. On est sur des niveaux de consommation qui sont à peu près identiques à ce qui existe actuellement. Et en particulier, on a aussi un autre facteur. Vous savez, il y a toujours des facteurs externes qu'il faut prendre aussi en compte. Hein, oui. C'est qu'on est aussi, en termes de sonorité, 50% moins bruyant que les camions qui fonctionnent actuellement au diesel. Donc, oui, on va complètement dans cette démarche-là et c'est vraiment un produit qui... Et j'allais dire, en prenant l'ensemble du cycle du produit, c'est aussi ça qui est intéressant, parce que souvent on parle que de l'usage lui-même, on ne regarde pas ce qu'il y a en amont ni en aval. Et là, si on regarde la totalité du cycle avec le gaz vert, on est quand même dans un système particulièrement vertueux. Le gaz vert, aujourd'hui, c'est quel pourcentage de la production, on va dire, ou de la distribution? C'est encore un pourcentage faible. Si je regarde les chiffres au niveau de la région Occitanie, pour juste vous donner un ordre d'idée comme ça, la consommation de gaz qui passe par les réseaux de GRDF, c'est à peu près 15-16 TWh. En 2023-2024, on sera à une capacité d'1 TWh de production de gaz vert sur la région Occitanie. Voilà. Donc on sera assez vite à 5%.
En 2030, on aura dépassé, je pense, assez largement les 10%, 15% de production de gaz vert. Pour notre ambition 2050, clairement, 100% de production de gaz vert, avec une consommation aussi qui, naturellement, va diminuer, parce qu'il y a des tas d'efforts qui sont faits, des tas de domaines, et c'est fort heureux, qui nous permettront de boucler cette vision d'un mix énergétique décarboné tel qu'on le conçoit pour le gaz. Alors, pour être bien clair pour les entreprises et les internautes qui nous suivent, le gaz vert, en fait, c'est issu de la méthanisation de déchets naturels et qui produit un gaz que vous réinjectez dans votre réseau. Hein. Oui, alors pour l'essentiel, au jour d'aujourd'hui, les deux grandes sources de gaz vert, c'est le traitement des bouts des stations d'épuration dans les villes, plutôt les grandes villes, et c'est aussi une méthanisation produite par les déchets essentiellement du monde agricole, qui nous permettent effectivement d'injecter dans notre réseau, soit le nôtre, soit celui du transport. Au jour d'aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de stations, de producteurs de gaz vert sur la région Occitanie. Cette année, nous en mettons 8 ou 9 en service complémentaire. L'année prochaine, on devrait être 2 fois plus. Et on sera en 2023-2024 à l'ordre à peu près, je pense, de l'ordre d'une cinquantaine, soixantaine de producteurs de gaz vert sur la région Occitanie. Très bien. Merci Thierry Grangetas. Alors on va se tourner du côté des utilisateurs avec François de Berthier. Vous êtes le président du cluster Transten. Donc peut-être François, vous pouvez nous présenter votre cluster ? Notre cluster est un regroupement d'une quarantaine d'entreprises de transport de la région Occitanie, avec une principale composante qui est toulousaine et qui associe aussi des chargeurs, des collectivités et des groupements de formation pour justement préparer la mutation numérique et énergétique. Et nous sommes très impliqués dans la mutation énergétique, notamment au GNV, sur la région toulousaine, puisque nous avons été à l'initiative de la création d'une station à gaz avec GazUp en partenariat et avec le soutien d'ailleurs de la mairie de Toulouse qui nous a aidé à trouver un foncier pour s'installer. Et donc depuis 2018, on fait tout ce qu'on peut pour initier le mouvement de mutation énergétique. Alors, on a parlé de cette échéance du mois de septembre qui arrive pour, on va dire, les professionnels et les transports lourds. Comment vous y préparez, vous, les adhérents du cluster, qui sont des grands utilisateurs de la route? Est-ce que vous vous sentez prêts? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que depuis plus d'une dizaine d'années, le transport, avec les constructeurs de poids lourds, on fait un énorme effort pour avoir des effluents qui soient le moins polluants possible. Et avec le diesel en Euro 6, on a aujourd'hui des solutions qui polluent infiniment moins qu'autrefois. Donc on va continuer. Et effectivement, au fur et à mesure du renouvellement du parc automobile des sociétés de transport, tant voyageurs que marchandises, on va intégrer des véhicules qui permettent de diminuer l'empreinte environnementale. Et actuellement, le seul produit qui effectivement nous permet de le faire dans des conditions matures, c'est effectivement le gaz. Là où on est à Toulouse, on a surtout du GNV qui permet déjà de diminuer de 30% le CO2 rejeté, c'est-à-dire d'être déjà à l'objectif qui était fixé pour 2030 par l'Europe. Donc ça vous permet effectivement de gagner du temps. Est-ce que vous parliez de mutation du parc de véhicules, des professionnels? Est-ce qu'il a commencé, il est bien entamé, il est en retard? Comment vous le qualifieriez? Alors, je dirais qu'on n'est pas la région qui va le plus vite. Ça, c'est sûr. On a à côté de nous la région Aquitaine qui s'est fortement mobilisée sur le sujet déjà depuis 4 ans. Et effectivement, actuellement, en Aquitaine, en Grande Aquitaine, il y a 2 fois plus de véhicules lourds qui fonctionnent avec des carburants, je dirais, respectueux de l'environnement que dans notre région. Donc, on a un peu un retard, mais il y a des entreprises qui sont engagées volontairement en la matière et on est en train d'essayer d'encourager le mouvement, notamment en organisant chaque année un concours entre les transporteurs pour que chaque année, il y ait de nouveaux adhérents qui montrent l'exemple par rapport au renouvellement de leur flotte. Très bien. Alors, vous parliez de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est parce que je crois savoir que le conseil régional de cette région a débloqué débloque des aides pour la mutation du parc, notamment de poids lourds, ce qui n'est pas encore le cas en Occitanie. Hein.
Pour l'Occitanie, on a tout misé sur l'hydrogène, qui est effectivement très prometteur, mais qui ne sera pas mature avant 2025-2027. Aujourd'hui, on n'a pas encore de constructeurs qui soient capables de mettre sur le marché un véhicule lourd à hydrogène dans des conditions d'exploitation, je dirais, raisonnables. Il y a des bus déjà qui existent, mais il faut savoir qu'un bus à hydrogène coûte 5 fois plus cher qu'un bus fonctionnant au diesel aujourd'hui et que le carburant lui-même va coûter beaucoup plus cher. Alors que dans le gaz, on a une solution qui est économique, puisque le gaz coûte légèrement moins cher que le diesel et le véhicule lui-même consomme moins de volume de carburant que dans le diesel. Donc l'ensemble, je dirais, on a à la fois un gain environnemental et une performance économique qui nous permet de compenser au bout de 4 à 6 ans le surcoût dans l'achat du véhicule. Parce qu'un véhicule au gaz coûte un petit peu plus cher qu'un véhicule au diesel, hein ? Oui, entre 20 et 40 000 euros pour un camion et entre 30 et 100 000 euros pour un bus. Très bien. Alors François Chollet, on parlait des aides régionales là, ce n'étaient pas des aides métropolitaines qui existent en Aquitaine. Est-ce que peut-être on peut détailler l'accompagnement que vous proposez aux entreprises qui veulent muter leur parc ? C'est une aide financière, de quelle forme prend-elle ? Alors oui, la métropole a voté depuis le 15 décembre dernier, donc une série d'aides qui est destinée aux particuliers, mais ça ne nous concerne pas aujourd'hui, mais aussi aux professionnels. Et nous l'avons voulu dans le cadre du plan de relance. Nous avons voulu que les professionnels puissent être concernés. Donc c'est des aides qui sont des aides financières, effectivement, au changement de véhicule, qui peuvent aller jusqu'à 10 000 euros pour les véhicules lourds et les véhicules utilitaires légers. Ce sont des aides au changement des véhicules, ce sont des aides aussi au changement de modalité, c'est-à-dire que nous aidons les professionnels pour l'achat de vélos électriques, par exemple, pour l'achat d'une mobilité qui est une mobilité qui peut être différente dans l'entreprise et adaptée. Mais oui, il existe sur la métropole une série d'aides auxquelles d'ailleurs les professionnels font appel, puisqu'on a fait le bilan récemment, qui permettent d'aider les entreprises. Alors François Deberty, vous me disiez en préparant ce rendez-vous qu'en Occitanie, les véhicules au GNV avaient représenté 10% des immatriculations en Occitanie, c'est ça ? Oui, pour l'année 2020, effectivement. Donc qui est une année où on a quand même moins investi que dans les années habituelles en raison de la pandémie et du ralentissement de l'économie. Mais c'est vrai que le mouvement est enclenché, mais je dirais qu'il est surtout enclenché sur les poids lourds et sur les bus, mais sur les utilitaires, il y a quand même un retard à l'allumage, y compris chez les constructeurs français. Nous avons écrit à plusieurs reprises, tant au groupe PSA qu'au groupe Renault, pour leur demander de mettre en service des véhicules utilitaires et particuliers d'ailleurs, fonctionnant en GNV, dans la mesure où actuellement on n'a que le choix de faire appel à des constructeurs étrangers, enfin européens, mais hors France, ce qui est dommage et incompréhensible au moment où les constructeurs en même temps nous disent c'est la fin du moteur thermique et dans le moteur électrique, nous regrettons une remise en question de notre technologie. Alors c'est ça qui est incompréhensible, c'est que si les constructeurs français construisaient des véhicules utilitaires et particuliers au GNV, ils pourraient continuer à vendre des moteurs thermiques et s'engager en même temps dans l'effort de respect de l'environnement. Alors, je vous propose de regarder une vidéo qui va nous permettre de voir comment on peut faire migrer son véhicule, qui est aujourd'hui par exemple diesel, et qu'on veut faire évoluer vers le GNV pour obtenir cette fameuse vignette critère 1 qui permettra de rentrer dans... Oui, François, vous voulez dire ? Simplement, c'est que ce changement de motorisation est également aidé par la métropole, je voulais le dire. Ah ben très bien, donc il y a aussi une aide pour ça. Je vous propose de regarder cette petite vidéo, un témoignage en images, et on se retrouve juste après. La société Liptech est une société qui a été créée par 3 personnes qui proviennent toutes du milieu automobile, de l'industrie automobile, et qui a pour fonction de proposer des solutions pour réduire l'impact environnemental du parc automobile actuel. Le projet consiste à rétrofiter des véhicules diesel vers le gaz.
Notre marché principal est celui des VUL, type fourgon, et ces véhicules-là, nous leur proposons donc de les rétrofiter en gaz. Le projet s'appelle KMV 1. KMV veut dire kit de motorisation verte. Dans notre cas, le rétrofit consiste à retirer le moteur diesel existant du véhicule et à le remplacer par un moteur identique, remis à neuf, avec les composants de notre kit. Tout ça en additionnant un calculateur, un circuit carburant avec son réservoir, son détendeur, son about et le circuit électrique additionnel. Les principaux avantages de cette solution, outre le fait que l'on réduit les émissions de polluants, elle permet d'obtenir la vignette critère 1 et donc l'accessibilité à tous les centres urbains. Elle permet aussi d'avoir une garantie puisque, outre la garantie du système, il y a la garantie du moteur qui a été rétrofité. Elle permet aussi d'avoir un retour sur investissement inférieur à 2 ans et d'avoir une autonomie de 300 à 400 km avec le plein. Le plein pouvant être fait en moins de 5 minutes. Le coût pour la solution se situe entre 10 et 15 000 euros. Le prix dépend en fin de compte de l'autonomie qui est demandée par le client et de la complexité du montage du véhicule de base. Notre solution est une solution double d'économie circulaire et de mobilité durable. Voilà, François de Berthier, donc on voit que ça peut être une solution, on va dire, pour parer au plus pressé, de convertir son moteur diesel en GNV. Est-ce que c'est au sein de votre cluster, est-ce que vos adhérents sont au courant que ce type d'intervention existe ? Oui, oui, ils sont au courant et nous avons d'ailleurs le plaisir d'accueillir l'IPTEC dans les membres du cluster. Donc, vous voyez, on est en échange avec eux et le seul reproche que je leur ferai, c'est que ce n'est pas encore disponible pour équiper les véhicules, mais c'est vrai que c'est une très très bonne solution et nous l'attendons avec impatience. Quand vous dites c'est pas encore prêt pour équiper les véhicules, que voulez-vous dire ? Ben, pour le moment, leur solution n'est pas encore, je dirais, installable sur les véhicules tout de suite. Ça va se faire, mais on en est encore au prototype. Très bien. Alors on sait que dans une énergie nouvelle, il faut un réseau de distribution adapté. Est-ce qu'aussi le réseau de stations au sein desquelles on peut refaire son plein quand on est professionnel, puisqu'on parle d'abord d'eux, est-ce que ce réseau aujourd'hui est suffisant pour répondre aux demandes des professionnels ? Alors clairement, il faut savoir qu'un camion a une autonomie de 400 km environ avec un plein en gaz sur la région. Donc pour les tournées régionales, on arrive à s'en débrouiller à peu près si on est basé à Toulouse, mais il y a encore qu'une quinzaine de stations GNV qui soient disponibles sur la région actuellement et c'est sûr qu'il y a un gros effort à faire pour pouvoir poursuivre l'équipement. On espère arriver à 24 stations d'ici la fin de l'année 2021 et d'être autour de 36 stations fin 2022. Mais c'est vrai que le mouvement qu'on a commencé à initier, nous, en 2018, met du temps à se mettre en place parce que c'est compliqué, il faut trouver du foncier pour s'installer et il faut surtout engager une démarche collaborative. C'est très important que lorsqu'on crée une station multi-énergie d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on ne fait plus simplement des stations à gaz, on conçoit des stations où il y aura aussi de l'hydrogène disponible et bien sûr de l'électrique aussi, pour que tous les types de véhicules puissent s'y ravitailler. Et c'est vrai qu'il faut à ce moment-là associer à la fois la collectivité locale, donc dans les départements par exemple ou les villes, associer les transporteurs qui sont effectivement gros consommateurs, mais également être ouvert au grand public, transporteurs de passage, mais également grand public, puisque nous pensons qu'il va y avoir aussi de plus en plus de véhicules qui vont rouler avec des énergies nouvelles. Et donc, l'implantation de la station est un critère déterminant pour que tout le monde vienne à cette consommation. Très bien. Alors François Chollet, François de Berthier dit que voilà, l'installation de ce réseau de stations de ravitaillement doit se faire de manière collaborative avec la collectivité. Aujourd'hui, vous aussi, vous essayez de participer pour mettre en place un réseau qui puisse répondre aux besoins des professionnels ? Oui, absolument, c'est un enjeu fondamental. C'est sûr qu'il n'y a pas de station, on ne pourra pas évoluer. Donc la métropole, effectivement, a commandité une étude qui est en cours actuellement, qui sera publiée dans le courant de cette année et qui vise finalement à déterminer une sorte de schéma directeur
pour l'installation de ces stations. Monsieur de Berthier l'a dit, c'est important qu'elles soient polyvalentes, ce n'est pas uniquement pour le gaz, mais aussi les autres carburants. Et donc, effectivement, donc nous sommes dans cette direction-là, d'essayer d'incrémenter d'une façon très, très visible sur la métropole le nombre de stations. Alors on va regarder justement avec deux de nos intervenants. On va commencer avec Raphaël Bonin. Vous êtes directeur commercial de GazUp. Merci François de Berthier. Vous intervenez quand vous voulez. Vous levez la main puis on vous passe la parole sans problème. Raphaël Bonin, GazUp, c'est un réseau de stations puisqu'on est en train de parler du système et du réseau d'avitaillement. Peut-être vous pouvez nous présenter votre entreprise ? Oui, bonjour déjà. GazUp, au départ, c'est pas un réseau de stations de gaz. Au départ, la genèse, c'est une structure d'accompagnement des entreprises dans la transition énergétique sur toutes les énergies. Comme plusieurs interlocuteurs en ont déjà parlé, dans l'accompagnement de transporteurs qui nous sollicitaient pour transférer une partie de leur flotte vers des solutions décarbonées, la seule solution pragmatique et efficace sur le marché aujourd'hui, c'est le gaz. Il en existe d'autres, il existe de l'électrique, il existe des biocarburants, mais quand on met en face toutes les contraintes, la solution qui ressort le plus facile, c'est le gaz. Donc, on a choisi d'accompagner ces entreprises vers le gaz en les accompagnant dans la construction de stations et puis derrière, en exploitant ces stations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un réseau de stations qui est en plein développement puisqu'on continue cette démarche. Alors, vous avez combien de stations aujourd'hui en France et puis en Occitanie ? Alors, sur la région Occitanie, on a 2 stations. En France, aujourd'hui, on en a 6 d'ouvertes. Avec un plan de développement, on sera sur 9 ou 10 stations d'ici la fin de l'année 2021. Et avec l'ambition d'arriver à un réseau de 50 stations à fin 2025. Donc, on ambitionne d'ouvrir 10 stations par an pendant les 4 prochaines années. Très bien. Et à Toulouse, vous êtes installé plutôt dans un pôle logistique, je crois. Oui, on est à côté du marché de Toulouse, donc dans la zone de Fondère, sur une zone qui est stratégique parce que c'est l'entrée nord de Toulouse. Il y a beaucoup de véhicules. Alors, on parle beaucoup des transporteurs, mais effectivement, il y a les transporteurs, mais il y a aussi tous les artisans, des gens qui ne sont pas forcément des transporteurs, mais qui utilisent des véhicules, qu'ils soient poids lourds, qu'ils soient utilitaires, qui ont besoin de rentrer qui ont besoin de s'approvisionner dans l'agglomération de Toulouse. Donc, notre station est effectivement une situation stratégique sur le nord de l'agglomération. Donc, la prochaine station, je crois que vous allez l'ouvrir à Rodez en ce qui concerne la région Occitanie ? Tout à fait. La prochaine station, c'est sur Rodez, au sud de l'agglomération de Rodez, à Olympe précisément. Et cette station est déjà opérationnelle. Nous allons l'inaugurer le 18 mai. Très bien. Alors, je crois qu'à Fondère, donc, vous êtes installé dans la zone logistique, qui est à l'entrée nord de la ville. Et vous avez, à l'origine, regroupé des transporteurs pour essayer de créer une masse critique justifiant l'ouverture d'un point de distribution. C'est ça ? Racontez-nous un peu cette histoire. Alors, c'est exactement ça. La problématique du nombre de stations présentes sur le territoire, c'est un serpent qui se mord la queue. Un investissement sur une station gaz, c'est un investissement entre 1,2 et 1,5 million d'euros. Et pour mettre une station gaz, il faut des camions gaz. Et pour avoir des camions gaz, il faut des stations. Donc, à un moment donné, il faut trouver des volontés. Donc, l'idée qui est née à Toulouse, c'était de regrouper plusieurs transporteurs, de fédérer les bonnes volontés des uns des autres. L'idée est née des transporteurs eux-mêmes au départ, des gens de bonne volonté qui voulaient convertir leur flotte, mais qui n'avaient pas de solution disponible sur leur secteur géographique. Donc l'idée a été de dire on va créer un réseau, on va créer une station sur Toulouse en se regroupant et en s'engageant sur un nombre de véhicules, en s'engageant sur des volumes de gaz. Et ces engagements vont permettre de justifier l'investissement de la construction d'une station GNV. Alors, ce que je vous propose, Raphaël Bonin, c'est qu'on regarde une vidéo pour voir concrètement comment se présente une station de gaz, puisque une équipe est allée à la rencontre de votre point de distribution de Toulouse Nord à Fondère, justement. Nous
nous sommes grossistes dans la distribution de fruits et de légumes auprès de la restauration essentiellement. Depuis la crise sanitaire, bien sûr, il a fallu se réinventer, donc nous avons fait du développement auprès du service aux particuliers en livraison donc de produits primeurs à domicile, en développement aussi de transport sur le dernier kilomètre, en service complet, sur Toulouse Intramuros et sa première couronne. Donc notre travail, c'est d'apporter effectivement, d'être le relais entre la production agricole locale et régionale et une clientèle quelle qu'elle soit. Nous avons choisi le GNV au fur et à mesure de sa création, effectivement, parce que pour nous, il nous paraissait logique et s'inscrire dans nos valeurs d'entreprise initiales, effectivement, de rentrer dans ce cycle de transformation des déchets verts et des déchets provenant de l'agriculture, puisque nous sommes les premiers en tant que logisticiens à avoir la responsabilité de ne pas polluer nos centres-villes, nos périphériques. Ça fait partie, voilà, d'une politique de valeur interne, de la même façon que nous avons choisi qualitativement nos fournisseurs auprès de la filière agricole locale et régionale. Nous voulions soutenir effectivement cet élan incontournable maintenant de la sauvegarde de notre environnement. Actuellement, nous avons 5 camions équipés de GNV. Nous en sommes très largement satisfaits. La problématique qui se posait effectivement alors, c'était de trouver des camions qui à la fois soient en 3,5 tonnes, puissent générer du froid et à la fois soient non polluants. Ce qui est clair, c'est que quand on est dans une démarche durable, que ce soit dans les valeurs d'entreprise auprès de son personnel, des fournisseurs et même de ses clients, voilà, la démarche ne doit pas s'arrêter là, elle doit être poussée au niveau de l'outil de travail. Et effectivement, pour ceux qui s'inquiéteraient au niveau des coûts, je les invite à se rapprocher de leurs experts comptables. L'essentiel, quoi qu'il en soit, c'est effectivement d'aborder cette transition écologique pour assurer le service de nos activités et la propreté de la planète. Voilà un exemple par l'image. Alors François Chollet, je vous voyais réagir pendant la diffusion de ce petit reportage. C'est une station que vous connaissez bien? Alors je confirme le caractère extrêmement stratégique pour la ville et pour la métropole de Fondères. Extrêmement stratégique parce que bon, c'est une entrée de ville, parce que c'est un pôle logistique d'une taille importante. C'est l'un des plus grands de France. Hein. Absolument. Et cette ambition-là, il faut la conforter. Et Jean-Luc Moudenc et toute son équipe sont derrière ce projet-là. Et puis cette station, c'est ce qui permet d'aborder le dernier kilomètre, toutes les livraisons au dernier kilomètre. Et ça, c'est un enjeu qui est un enjeu fondamental pour les Toulousains. C'est un enjeu fondamental aussi pour les transporteurs et tous les commerçants, les industriels qui sont derrière ceci. Donc Fondères, oui, c'est un très bel exemple de ce qu'il faut faire. Très bien. Alors, Raphaël Bonin, comment ça se passe à Fondères? Vous avez combien de clients qui viennent faire le plein régulièrement? Vous avez atteint votre seuil critique, on va dire? Alors, le seuil critique, il a été atteint en début d'année, effectivement. Et on constate une évolution quotidienne, quasiment, du nombre de clients et de la quantité de gaz consommé, ce qui peut s'expliquer par 2 raisons. Parce qu'on parle de dépollution depuis tout à l'heure, mais il faut bien comprendre qu'il y a vraiment 2 critères différents de pollution. Il y a le contexte sanitaire, qui lui est poussé donc justement par la ZFE sur la station de Toulouse. Et la solution au gaz, elle est vertueuse pour la dépollution au niveau sanitaire, mais il y a aussi un contexte de décarbonation, donc pour lutter contre le réchauffement climatique. Et là aussi, le gaz est une solution vertueuse. C'est-à-dire que le gaz est vertueux sur ces 2 aspects de la dépollution, à la fois la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et à la fois dans la lutte contre les émissions de gaz qui sont nocifs pour la santé humaine. Donc, ces 2 contextes, ces 2 contraintes, j'allais dire, pour nos clients, font que de plus en plus de personnes s'intéressent aux solutions au GNV, et notamment sur Toulouse,
puisqu'il y a un impact important qui est lié à l'annonce et à la mise en place de la ZFE. Et peut-être un point également, souvent le changement est accéléré par la volonté des clients. Les clients des transporteurs sont beaucoup la grande distribution entre leurs plateformes logistiques et leurs points de vente. Est-ce que eux aussi, dans les contrats qui passent avec leurs fournisseurs de transport routier, exigent maintenant un peu plus de virtuosité sur le transport? Tout à fait. Quelques transporteurs sont des pionniers de la transition énergétique et certains ont une volonté de décarboner leur transport pour aller en direction de leurs clients. Mais il faut reconnaître que la majorité de la transition, elle est poussée non pas directement par les transporteurs, mais par leurs clients. Et principalement, historiquement, c'était la grande distribution, des acteurs, je vais essayer d'en citer plusieurs pour ne pas faire de jaloux, mais Lidl. On a un petit problème de connexion. Ouais. Je peux prendre le relais. Allez-y, François de Berthier. Oui, simplement pour dire qu'effectivement, on ne peut pas faire sans les chargeurs, sans les industriels, sans les distributeurs. Et c'est vrai que la plupart se sont engagés dans des engagements environnementaux importants, mais on a encore des difficultés avec les acheteurs pour faire valoir des solutions qui soient respectueuses de l'environnement. Donc il faut appeler un chat un chat. C'est vrai qu'il y a certains groupes leaders qui se sont fortement engagés et il y a des partenariats exemplaires, mais il y a également une inertie, on va dire, par rapport à ces changements du côté d'une majorité de chargeurs actuellement. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec une association qui s'appelle Fret 21 à faire des séminaires pour associer à la fois les transporteurs et les chargeurs dans une même région pour qu'il y ait un mouvement, là aussi, collaboratif et un engagement réciproque. Très bien. Alors, François de Berthier, tant que vous êtes avec nous, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit la gérante du distributeur de primeurs au marché d'intérêt national. Elle disait, voilà, n'hésitez pas à en parler à votre expert comptable parce que je crois qu'il y a un suramortissement pour l'achat de véhicules au gaz naturel. Effectivement, ce suramortissement permet d'accélérer le processus d'amortissement du camion en question, puisqu'on peut suramortir de 40%. Mais je dirais que globalement, il faut bien calculer surtout le périmètre accompli par chaque véhicule au quotidien. Parce que le problème de beaucoup de transporteurs, c'est que les circuits réalisés par les camions sont trop courts, et encore plus dans le cas du bus scolaire par exemple, pour pouvoir amortir le surcoût. Pour qu'un camion puisse amortir son surcoût d'achat, il faut qu'il fasse autour de 350 km par jour. En dessous, ça demande un temps d'amortissement qui va s'étendre sur 6 ans, ce qui est très limite puisque les transporteurs changent leur véhicule tous les 5 ou 6 ans. Par contre, pour les artisans, effectivement, c'est suffisant puisque les artisans gardent plus longtemps leur véhicule. Alors, Raphaël Bonin, justement, on vient de parler des artisans avec François de Berthier. Est-ce que ce sont des utilisateurs de plus en plus nombreux de votre point de distribution à Fondère ? Tout à fait. On constate une augmentation dans toute la typologie de clientèle, mais en particulier des artisans qui ne sont pas transporteurs, mais qui sont utilisateurs de véhicules principalement utilitaires, qui commencent à prendre conscience que pour circuler dans Toulouse dans les années qui viennent, il va falloir qu'ils adoptent des solutions. Et comme ils ont des schémas de renouvellement de véhicules qui sont plus longs, ils ont effectivement tout intérêt à anticiper dès aujourd'hui le renouvellement de leurs véhicules pour être opérationnels après 2025 et pouvoir continuer à circuler sur la ZFE. Très bien. Alors, un petit message pour nos... Oui. Nous avons engagé des séminaires d'information et de motivation des artisans comme des transporteurs en collaboration avec la Chambre des artisans de Toulouse et le président Aguilera. Donc, on est en train d'essayer de faire passer le message pour qu'effectivement les artisans rentrent dans l'opération. Mais François de Berthier, est-ce que le problème, c'est pas aussi la disponibilité des véhicules ? Vous nous disiez que vous aviez écrit à Stellantis, enfin à Peugeot et à Renault. Si l'artisan veut changer de véhicule, mais que son concessionnaire ne peut pas lui en proposer, comment il va faire ?
Ben, s'il en trouve, hein, mais il va acheter un Iveco, il va acheter un Fiat, ou il va acheter effectivement un véhicule du groupe Volkswagen, qui se sont engagés avant nos constructeurs dans ce domaine. Très bien. Alors, on va se tourner vers un autre réseau de distribution puisque Xavier Bourra est avec nous. Bonjour Xavier, bienvenue parmi nous. Vous êtes le directeur des affaires publiques chez Total parce que Total également distribue de plus en plus de gaz. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre réseau ? Tout à fait, nous sommes engagés dans le GNV depuis de longues années, dans plusieurs parties du monde. Pour la France, notre première station a ouvert en 2017. Je crois que notre station de Toulouse-Coulommiers était la seconde en 2018, station qui marche très très bien aujourd'hui. Les engagements que nous avons pris à l'époque, hein, nous sommes toujours sur la même ligne. Notre volonté est vraiment de devenir le leader européen du GNV. Et ça va passer par l'opération de 450 stations en Europe d'ici 2025. En Europe, dans les pays dans lesquels nous opérons des réseaux, hein, ça va être la France, bien sûr, l'Allemagne et le Benelux. Si on se focalise sur la France uniquement, notre volonté est d'arriver à au moins 110 stations d'ici 2025. Donc, ça nous donne un rythme d'ouverture d'une quinzaine, entre 15 et 18 stations par an. Aujourd'hui, nous sommes à 22 stations. Le rythme s'est accéléré dans les derniers mois. Puisque là, nous en ouvrons entre 1 à 2 par mois. 1 à 2 par mois. Donc sur Toulouse, on a bien compris que vous en aviez une à Coulommiers. Est-ce que vous en avez d'autres ou c'est la seule pour l'instant ? Alors pour l'instant, c'est la seule. Le rythme, notre rythme d'ouverture, comme le disait tout à fait M. Bonin tout à l'heure, va être lié à la demande de nos clients. J'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais nous sommes là pour répondre aux besoins de nos clients. La plupart de nos clients aujourd'hui sont encore au diesel. Une grande partie entame sa transition énergétique. Donc, on est là pour les accompagner et leur offrir l'énergie qui va répondre à leurs besoins. Comme ça a été dit tout à l'heure, on change complètement de paradigme aujourd'hui. Le diesel a répondu à toutes les attentes pendant presque 40 ans, alors qu'aujourd'hui, on va avoir un panel d'énergie qui s'offre aux clients, et chaque énergie va vraiment répondre à chaque usage. Donc, c'est dans notre rôle de conseil d'offrir une énergie pour tel usage. Il est évident que l'électrique, aujourd'hui, n'est pas adapté au transport lourd / longue distance. Le GNV l'est parfaitement. Comme ça a été dit, le GNV est disponible et abordable aujourd'hui. Donc, comme je le disais, le rythme d'ouverture sera lié à la demande de nos clients. Donc, plus la demande arrive et plus elle est générée notamment par la carotte et le bâton, hein, la mise en place de ZFE partout en France avec les systèmes d'aide qui sont à côté. Ça nous fait accélérer notre développement. Et la particularité chez Total, c'est que vous équipez les stations déjà existantes. En fait, elles vont proposer à la fois les carburants classiques, mais en plus, le GNV, vous ne construisez pas de nouvelles stations pour distribuer cette énergie. Alors, il est vrai que notre principal axe de développement, ça va être l'équipement de nos stations existantes avec ces nouvelles énergies, donc de faire de vraies stations multi-énergie. Donc, nous avons une chance en France, c'est notre réseau de près de 4000 stations, que ce soit les stations Total que vous connaissez tous ou les stations AS24, donc notre réseau AS24 qui est vraiment dédié aux transporteurs, des stations spécialement conçues pour les transporteurs. Donc, la problématique de foncier, nous l'avons beaucoup moins, bien que nous ne pouvons pas installer de GNV ou d'hydrogène ou de bornes de recharge électrique sur toutes nos stations, pour un problème de place également. Mais nous pouvons également être amenés à faire des stations 100% GNV. Je pense par exemple à la dernière que nous avons ouverte sur le port de Gennevilliers, en région parisienne, donc qui est une des plus grandes stations de France. Et nous installons également des stations privatives, donc plutôt aujourd'hui destinées à des réseaux de transport de voyageurs, comme Tisséo par exemple. Voilà, donc nous avons ce panel de solutions
mais la priorité aujourd'hui va rester d'équiper nos stations existantes. Et est-ce que vous pensez qu'avec la puissance de votre réseau, vous avez la possibilité d'installer du GNV, vous avez dit plus de 4000 stations en France, donc après vous le ferez bien sûr en fonction de la demande, mais est-ce que c'est aussi l'ouverture d'un réseau un argument pour rassurer les utilisateurs et savoir qu'ils peuvent aller faire le plein, en plus sans changer leurs habitudes, puisque c'est déjà dans des stations existantes? Exactement. Nos utilisateurs qui aujourd'hui utilisent nos stations, la plupart du temps, ne font pas la transition sur 100% de leur flotte. Donc, on commence par 1, 2, 3 véhicules pour ensuite augmenter le parc. Donc, il n'y a pas de changement d'habitude trop important lorsqu'on vient équiper une station existante. Très bien. Alors, François, merci beaucoup, Xavier Bourras. Si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas à vous lever la main. Pour oui, allez-y. Un dernier levier pour nous, pour rejoindre ce que disait M. Cholet tout à l'heure, c'est effectivement la participation des pouvoirs publics. Il y a aujourd'hui beaucoup en France de stations qui sont sur un domaine concédé par l'État, par la région, voire par la métropole. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est le plus possible de proposer ces nouvelles énergies lors des renouvellements de concessions. Donc, il y en a partout en France et tout le temps. Donc, c'est quelque chose que nous faisons beaucoup, où même si il n'est pas obligatoire dans le cahier des charges de proposer ces nouvelles énergies, que ce soit le gaz ou la recharge électrique, c'est quelque chose que nous nous efforçons de faire pour développer ces nouvelles énergies. Très bien. Alors, François Cholet, on voit beaucoup... une réaction peut-être ? Merci de le dire, mais c'est clair que dans le renouvellement de ces concessions, la métropole, quand elle est concernée, inclura dans le cahier des charges de nouvelles énergies. C'est clair. Oui. Donc voilà, le message est passé, Xavier Bourras. Vous n'hésitez pas, que ce soit Raphaël Bonnin ou François de Berthier, à intervenir. Je vous passe la parole. On voit beaucoup d'agitation, on voit tous les acteurs qui essaient de promouvoir cette énergie. On voit quelques freins qui sont levés, le réseau qui se constitue petit à petit. Des actions de sensibilisation auprès des artisans, avec la Chambre des métiers, François de Berthier nous l'a dit. Quelle campagne de communication la métropole, Toulouse Métropole, va mettre en place pour informer? Est-ce que c'est prévu dans les mois à venir, alors que l'arrêté sera signé au mois de septembre, vous nous disiez? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est une question importante, mais qui est aussi une question difficile. C'est vrai que nous avons, depuis plusieurs mois, pris contact avec la Chambre des métiers, avec certaines personnes qui sont ici d'ailleurs, que j'ai rencontrées, avec la Chambre de commerce, avec les organisations professionnelles, les syndicats des transporteurs, etc. etc. Et donc, nous avons une communication qui est une communication dédiée aux professionnels, qui passe par les organisations professionnelles. Il y a toujours des trous dans la raquette. Et donc, je vous remercie d'organiser ce type d'événement aujourd'hui, parce que justement, ça permet de combler ces trous. Il y aura parfaitement des gens qui passent à travers et qui, pour des raisons personnelles, ne se sentent moins concernés et qui se retrouvent in fine un peu au pied du mur. Donc il faut essayer de limiter ça. Et donc nous allons, en ce moment, je multiplie les contacts avec les organisations professionnelles. J'animerai une table ronde la semaine prochaine avec la Chambre des métiers sur justement la question des aides. Et nous multiplions dans les rencontres avec les professionnels actuellement. En tout cas, c'est le sens pour les professionnels. Pour le grand public, c'est une autre question. Ça viendra un petit peu plus tard. Ça viendra un petit peu plus tard, mais il faut l'anticiper. Et c'est vrai que vous avez vu cette campagne d'affiches que nous avons promue depuis le début de cette année. Nous renouvellerons une campagne d'affiches, mais qui est plus ciblé grand public. Alors l'objectif, on l'a dit, François Cholet, c'est l'amélioration de la qualité de l'air. Quand est-ce que vous prévoyez que l'air s'améliore à Toulouse grâce à la mise en place de cette ZFE? Est-ce qu'il faudra attendre plusieurs mois, ou que le gros du volume, c'est-à-dire que les particuliers soient aussi concernés, pour qu'on respire un air un petit peu plus pur? Alors très clairement, d'abord, la qualité de l'air s'améliore progressivement depuis plusieurs années. Cette amélioration est insuffisante, mais le tendanciel est quand même vers l'amélioration. Et disons, l'évolution du parc automobile, parce que c'est bien de ça dont il s'agit,
n'y est pas pour rien. L'amélioration du parc fait que mais ça n'est pas suffisant, et c'est la raison pour laquelle la ZFE s'améliore. Voilà. Donc, ensuite, l'effet, il sera progressif d'ici 2024, mais le confinement nous a appris à mesurer l'effet de la diminution de la circulation automobile sur la qualité de l'air. Le confinement nous a permis de voir que pendant les périodes un peu dures, de mars à mai 2020, on a amélioré de 70% la qualité de l'air sur la ville de Toulouse. Alors maintenant, le trafic a repris, pas complètement, mais quand même, dans les choses, on revient à l'état initial. Donc l'effet, il sera progressif en fonction de l'évolution des véhicules, mais il est réel et il est quantifié. Ce sera compliqué on suivra ça très précisément. C'est Atmo Occitanie qui est le juge de paix quelque part, qui est l'organisme agréé qui mesure ces effets, mais cet effet, il se fera progressivement d'ici 2024. Oui. Très bien. Alors, pour nos internautes, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Vous avez un petit question-réponse en bas de l'écran. Il y en a déjà 2 qui sont arrivés. 2 aussi sont arrivés par mail hier soir. On va les poser à nos intervenants. Alors, on voit, Thierry Grangetas, que tout le monde se met un peu en mouvement autour de cette question. On voit que l'échéance du mois de septembre prochain va être décisive pour bon nombre de professionnels. Le GRDF, vous êtes un service public de distribution du gaz. Comment vous allez continuer à animer? Est-ce que vous allez monter en puissance dans vos communications auprès des utilisateurs? Oui, on va continuer à monter en puissance. Actuellement, sur une région comme Occitanie, GRDF, j'allais dire, met à disposition 3 ressources temps plein en termes de personnes pour traiter cette problématique de GNV. Encore une fois, l'ambition de GRDF, c'est d'être au service d'eux. Donc, on ne cherche pas à avoir le lead ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet, parce que de toute façon, nous ne sommes pas des transporteurs, nous ne sommes pas des utilisateurs, si ce n'est pour nos trajets quotidiens. Mais vous transportez du gaz quand même. On distribue du gaz, oui, mais ça sans moteur, entre guillemets. Donc notre posture, elle est de dire nous sommes prêts à mettre un certain nombre de moyens, nous avons des idées, nous avons développé une certaine expertise. On sent qu'il y a autour de nous beaucoup d'acteurs qui sont extrêmement partants. C'est simplement se mettre à disposition d'eux. Voilà. Alors on a essayé de créer, c'est vrai, au tout début, on parlait en particulier des mailles peut-être plus politiques, les mailles régions, les mailles nationales, où effectivement on essaye de travailler aussi, de porter une voix auprès de ces entités politiques pour que justement les acteurs de la filière aient un accès plus simple et plus facile. Et on prétend pouvoir aider. On parlait tout à l'heure des aides. C'est clair que je pense que c'est le rôle que joue GRDF, c'est aussi de pouvoir porter cette parole au niveau national lorsqu'il y a des lois qui sortent on a parlé des suramortissements, on parle bien entendu des taxes, parce que l'énergie, surtout dans le mode du transport, et la taxe est importante. Voilà, c'est à nous d'essayer de porter les messages qui font que le monde politique avec un grand P écoute et puisse être peut-être encore plus à même à accompagner les acteurs de la filière. Après, il y a un autre aspect aussi sur lequel je viens juste très rapidement dessus. C'est que c'est vrai que je disais tout à l'heure, GRDF, nous sommes implantés, nous avons à peu près 450 collaborateurs qui travaillent sur Toulouse Métropole. Il y a aussi le rôle sociétal aussi que l'on veut avoir, où en étant aussi nous-mêmes des acteurs, j'allais dire, respectant l'environnement, et je pense à tous les plans de mobilité que veulent mettre en place les collectivités, dans lesquelles aussi on doit être acteur. Donc ça se passera par l'avertissement de notre propre flotte, ça se passe aussi par une vraie réflexion, effectivement, de savoir comment on évite de se déplacer. Très bien. Alors, on va passer aux questions-réponses. On en a reçu plusieurs. Alors oui, la première, c'est vrai qu'elle revient souvent dans les colonnes du journal parce que les habitants de Toulouse nous la posent. Une petite question pratique. Les véhicules anciens de collection seront-ils pris en compte de façon particulière parce qu'ils sont généralement hors critères? Alors c'est vrai, François Chollet, on a les amateurs de vieilles voitures qui sont des bijoux, mais qui sont malheureusement très polluantes parce que construits il y a des dizaines d'années en arrière. Est-ce qu'il y a un régime particulier pour ces véhicules de collection? Ce qui est vrai, c'est que le nombre de questions
que j'ai reçu, que nous avons reçu, est très important de la part des collectionneurs. Parce qu'ils sont très mobilisés. Ils sont très mobilisés, ils sont nombreux probablement. Donc la réponse est oui. C'est une catégorie qui sera à part et qui ne sera pas concernée par la ZFE. Très bien. Alors, j'ai une question qui est arrivée par mail hier. Alors, le terminus du métro à Basso-Cambo se trouve dans la ZFE, ce qui empêcherait théoriquement les personnes disposant d'un véhicule prohibé d'arriver jusqu'au métro, contrairement au terminus de Gramont. Est-il prévu de créer un passage dans la ZFE de quelques centaines de mètres pour leur permettre de rejoindre le métro? Oui, est-ce que du coup le périmètre de la ZFE est définitivement figé ou pourrait y avoir des améliorations ou des ajustements? Non, cette question que je connais est à l'étude, effectivement. Il y a du pour, il y a du contre. Donc la décision n'est pas prise actuellement, mais c'est vrai qu'il ne semble pas illogique de proposer ce couloir, au moins initialement. Très bien. Alors, une autre question, toujours dans le même quartier, l'avenue Eisenhower, qui n'est pas très loin de la Dépêche, c'est au bord de la zone de Basso-Cambo. Devant se retrouver hors ZFE, il est donc à prévoir une hausse importante du trafic polluant. Donc en gros, voilà, Eisenhower n'est pas concerné par la ZFE. Or, le long de cet axe se trouvent 2 collèges en construction, des terrains de sport et de nombreuses habitations. Comment va-t-on s'assurer que cette zone et ses occupants, déjà soumis à l'incinérateur, ne vont pas subir une forte dégradation de l'air? Alors c'est une bonne question. Je pense qu'il faut être très attentif à ça. C'est des choses qui sont modélisées parce qu'effectivement, alors ce que je dois vous dire, c'est que dans les études préalables que nous avons fait sur la ZFE, nous sommes entourés par Atmo Occitanie, par l'agence d'urbanisme, de modèles qui nous ont permis de calculer l'effet de la ZFE, l'effet bénéfique évidemment sur la qualité d'air, mais aussi éventuellement les reports de trafic et de pollution. Les réponses que l'on peut aborder, ces modélisations nous donnent des résultats qui sont plutôt positifs et qui montrent qu'il n'y a pas d'exagération majeure de la pollution qui serait rédhibitoire. Ceci dit, je pense que ça fait partie de l'attention qu'il faut garder en particulier sur ces endroits sensibles et en particulier, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas la ZFE, puis le lendemain, il n'y a rien. Il y a la ZFE, puis ensuite la mesure de l'efficacité, et peut-être aussi des effets pervers de la ZFE qu'il faudra contrôler si jamais ils existent. Très bien. Une autre question, alors je vais prendre que la fin parce que c'est la partie la plus parlante. La production d'hydrogène semble être la solution à terme pour réduire les gaz à effet de serre et offrir une solution pérenne et d'avenir. Quels sont les accompagnements proposés par Toulouse et la région pour permettre cette transition? Alors, effectivement, l'hydrogène, on l'a dit, peut-être dans 10 ans à peu près, à partir de 2030, mais en attendant, il faut une solution quand même immédiate. On a parlé des aides de Toulouse Métropole. François Chollet, quand la métropole décide la mise en place d'une aide, est-ce que vous le faites en concertation avec d'autres collectivités ou pas, ou c'est chacun qui travaille sur son périmètre Non, la région a lancé un plan hydrogène et nous adhérons à cette initiative. Pour ce qui concerne Toulouse Métropole, il y a 2 types d'initiatives. Je ne parle pas d'aide, mais les initiatives en matière d'hydrogène. L'énergie hydrogène aujourd'hui est prometteuse, mais son modèle économique est probablement celui qui est encore le moins abouti et le plus lointain. C'est une énergie qui ne peut exister pour l'instant que subventionnée. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faudra voir dans le temps et les choses se modifieront dans le temps. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 types d'initiatives en matière d'hydrogène sur Toulouse actuellement. Il y a l'installation de 3 stations de distribution d'hydrogène. L'une qui existe déjà, c'est à Hyport à Blagnac, à l'aéroport. Une qui sera installée, c'est à Hyport aussi, sur le site de l'Oncopole. Et ensuite, Vinci qui en installera une, très probablement autour d'Atlanta, au nord de Toulouse. Donc il y a des initiatives d'installation d'électrolyseurs et de production et de distribution d'hydrogène. Il y a un autre élément auquel il faut rester attentif, c'est le devenir de la recherche.
Et là, donc, il y a sur Cugnot donc l'installation de programmes de recherche, d'unités de recherche qui sont à Francazal, le site de Francazal. Nous faisons du site de Francazal, nous souhaitons faire du site de Francazal, et d'ailleurs, en accord avec la région, le site emblématique de l'innovation sur l'hydrogène. Et c'est des choses qui apparaissent au contrat de plan État-région actuellement, avec des financements publics et privés, pour justement prévoir, essayer d'anticiper l'avenir et voir quelles sont, avec les industriels, les modalités d'évolution de cette nouvelle énergie. Très bien. Alors Thierry Grangetas, on voit qu'en fait c'est un bouquet de solutions qui va s'offrir dans les prochaines années. Oui, François de Berthier, je vous passe la parole juste après. On voit que c'est un bouquet de solutions. L'hydrogène peut-être à une échéance un peu plus moyen-long terme. Immédiatement le gaz naturel pour les véhicules, l'électrique peut-être pour les véhicules particuliers plus légers qui demandent moins d'autonomie. En fait, chacun va choisir un petit peu l'énergie qui correspond à ses besoins. Oui, puis c'est ça, je trouve. Enfin, je veux dire, une des caractéristiques, et c'est ce qui, vu de moi en tout cas, fait l'évolution de nos sociétés et peut-être le côté positif de nos sociétés, c'est donner le choix à l'utilisateur de son énergie ou de son usage. Donc, on va avoir des tas de possibilités qui vont arriver. Je crois que il y a tellement d'usages différents que de toute façon, il y a besoin d'avoir une offre très, très diversifiée. Le gaz en est une première, l'hydrogène en sera une seconde dans l'avenir. L'électricité a toute une gamme encore de développement à avoir. Moi, ça, en tout cas, c'est tout à fait clairement ce que défend GRDF lorsqu'on parle d'un mix énergétique bien compris. J'allais dire, c'est la bonne énergie au bon endroit, au bon moment. Très bien. Alors François de Berthier, vous voulez réagir? Oui. Je voulais rajouter un élément concernant l'hydrogène, puisque nous collaborons avec la région sur le sujet. Il y a une opération qui s'appelle Corridor H2, qui est soutenue par l'Europe d'ailleurs, qui se met en place sur un axe qui part d'Espagne et qui va jusqu'à Rotterdam, et qui a pour but effectivement de commencer à mettre en place des énergies nouvelles de façon densifiée sur cet axe-là. Et la région s'est engagée pour que dès 2023, il y ait 40 camions qui circulent, qui fonctionnent à l'hydrogène, 8 stations qui seront installées et 62 semi-remorques à température dirigée qui seraient également opérationnelles à l'hydrogène. Donc nous nous associons à cette opération que nous soutenons bien entendu, et ça montre bien qu'il faut essayer de faire tous les tests et expérimentations possibles au-delà du travail de recherche qui a lieu pour pouvoir accélérer les choses. Et il faut préciser qu'il y a une grosse unité de production qui va s'installer à Port-la-Nouvelle pour fabriquer en grande quantité de l'hydrogène qui sera redistribué dans la région après. Donc ce mouvement est engagé aussi, même si effectivement son degré de maturité est moindre. Et moindre, très bien. Alors une question. Je peux ajouter, d'ici la fin de l'année, il y aura 2 stations GNV de plus